En attendant le début de notre session, simplement un petit rappel. S'il vous plaît, les boîtiers que vous avez reçus, conservez-les précieusement. Et je vous demanderai de bien vouloir les remettre aux hôtesses au moment de la pause café. Ces boîtiers serviront pour répondre à un certain nombre de questions qui vous seront posées juste avant de démarrer le panel sur la gouvernance. Et ensuite, il vous sera demandé de les restituer, s'il vous plaît. Alors, avant de démarrer notre session, une vidéo a été réalisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Elle présente les potentialités du Maroc. Certains d'entre vous, pour nombre d'entre vous, c'est la première fois qu'ils visitent le Maroc et donc ça vous permettra de découvrir en quelques minutes certains des grands chantiers sur lesquels travaille ce pays. Je vous souhaite un bon spectacle. Par une vision stratégique, faire du Maroc une plateforme industrielle compétitive et attractive sur le plan mondial. C'est afin de transformer cette vision en plan d'action que le Pacte national pour l'émergence industrielle a été lancé sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI en février 2009. أما على المستوى القطاعي فإننا نحث الحكومة والبرلمان وكافة الفاعلين على مضاعفة الجهود للتطبيق الأمثل لكل الاستراتيجيات التنموية. Cette véritable feuille de route a pour principaux objectifs d'attirer de manière plus prononcée les investisseurs étrangers, de renforcer le tissu des entreprises nationales et de générer à horizon 2015 220 000 emplois et 95 milliards d'exportations additionnelles, et ce, en s'appuyant sur deux leviers essentiels. Le développement des métiers mondiaux du Maroc, que sont l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, l'offshoring, l'agroalimentaire et le textile. Le Maroc, fort d'une position géographique stratégique et d'un accès privilégié à plus d'1 milliard de consommateurs grâce aux accords de libre-échange, est en passe de devenir une réelle plateforme industrielle mondiale offrant des coûts compétitifs à l'export. Ces atouts se traduisent par l'implantation et l'expansion de grandes entreprises internationales, tant au niveau de l'offshoring que de l'industrie de production. Ainsi, en 2010, pour les 4 nouveaux métiers mondiaux du Maroc, l'objectif de créer 15 000 emplois a été atteint. Et le montant des exportations à fin 2010 s'est élevé à plus de 35 milliards de dirhams. Pour l'offshoring, le Maroc est entré dans le club fermé des destinations francophones reconnues. We're attracted to Morocco for a wide range of reasons. Firstly, its political stability is very important to us. The encouragement that the government give to business to create new jobs by investing in the right infrastructure, roads, airports, all the things we need as a global organisation to be successful. We're ambitious for our Moroccan operations. I've asked them to see how they can grow to 1,000 employees and then beyond that in the very near term. En ce qui concerne l'industrie de production, le Maroc présente de nombreux atouts pour les entreprises en recherche constante de niches de compétitivité. Selecting the right location is of great importance. After carrying out a benchmarking study in several countries, Yazaki has decided to invest in Morocco. The main reasons for encouraging Yazaki to choose Morocco has been interesting government incentives like training grants, tax, building and machinery benefits. Pour accueillir les investisseurs internationaux dans les meilleures conditions, le pacte Émergence a prévu la mise en place progressive d'un réseau de 16 plateformes industrielles intégrées, sectorielles et généralistes sur plus de 2000 hectares à travers le royaume. Actuellement, 10 plateformes totalisant 1500 hectares ont été placées auprès d'aménageurs développeurs et sont en cours de réalisation à Oujda, Tanger, Tétouan, Fès, Kénitra, Rabat, Casablanca et Stade.
démarche commerciale se fait à travers une société filiale du groupe qui s'appelle Edonia Properties, qui se charge de cette mission commerciale de vendre le Maroc comme principe numéro 1 et deuxièmement de vendre notre projet qui a des grands actifs, qui a des grands attractifs d'un point de vue de l'industriel international, de l'industriel européen. La réussite du plan de développement des P2I dépend intimement de la coordination de toutes les forces vives de cet ambitieux programme. Le rôle de chacun est déterminant pour la concrétisation dans les délais de ces plateformes d'accueil des investisseurs. L'État, les aménageurs développeurs et les banques pour le soutien financier à l'investissement. Des fonds d'investissement ad hoc, comme Foncière Émergence, ont d'ailleurs vu le jour afin d'accompagner et d'encourager l'installation des investisseurs. La Foncière Émergence est une société d'investissement qui propose une offre locative à l'adresse des investisseurs dans le monde industriel. Cela va de l'unité industrielle à un magasin ou un entrepôt logistique jusqu'à l'espace bureau. La foncière propose également un certain nombre de services à valeur ajoutée et un certain nombre de services mutualisés à l'échelle de l'ensemble de la zone industrielle qui permettent d'éviter un certain nombre de tracasseries à l'investisseur et lui permettre en conséquence de se concentrer sur son cœur de métier. Sur le plan financier, cela permet de libérer la totalité de la capacité de financement de l'investisseur pour justement la mettre à la disposition de l'outil de production qui est le véritable créateur de valeur. Nous sommes sur le point d'effectuer un premier closing qui dépasse le milliard de dirhams. Autre facteur clé pour l'atteinte des objectifs de développement des nouveaux métiers mondiaux du Maroc, les ressources humaines. Elles ont été placées au cœur du pacte national pour l'émergence industrielle. C'est ainsi qu'un intérêt tout particulier a été porté à l'adéquation entre l'offre de formation et la demande générée par le développement de l'industrie. L'ambition du pacte est d'arriver à créer environ 220 000 emplois sur l'ensemble des 6 métiers mondiaux qui ont été identifiés. Un très gros travail a été réalisé justement pour essayer de répondre aux besoins des industriels et des entreprises par l'identification des besoins en formation dans le cadre de ce pacte, mais également d'identifier ce qui existe aujourd'hui en termes de dispositifs de formation et de mesurer réellement les écarts entre les besoins en compétences des industriels et ce que produisent les opérateurs de formation. Et aujourd'hui, chacun de ces 6 métiers mondiaux dispose d'une cartographie précise de ses besoins en compétences, mais également d'une cartographie précise du dispositif de formation qui va être à même de répondre à ces besoins. Ces formations sont dès à présent dispensées au sein d'instituts de nouvelle génération, tels que l'IMA pour les métiers de l'aéronautique et l'Institut de formation de Renault-Tanger-Med, ainsi que 3 autres établissements prévus à Casablanca, Tanger et Kenitra pour les métiers de l'automobile. Le Maroc porte également un grand intérêt au climat général des affaires, et plus particulièrement à l'amélioration des classements internationaux qui servent de référence à la plupart des investisseurs étrangers. We believe that in the next 3 years, Morocco has the prospect of improving its performance by 65 places and penetrating the top 50 countries in the rankings. A more determined and sustained effort for an additional 2 years has the prospect of putting Morocco in the top 25 countries in terms of the Ease of Doing Business Index by 2016. La mise en avant des compétences et du savoir-faire du Maroc à l'étranger, à travers des campagnes de communication ciblées, notamment en France et en Espagne, ont permis à notre pays d'attirer des investisseurs étrangers dans le secteur industriel. Le Maroc se dote ainsi d'une offre claire et complète, comprenant des plateformes d'accueil intégrant des zones franches, des outils d'incitation financière à l'installation et des programmes d'aide à la formation concrétisés par des instituts aux standards internationaux. Si les premiers résultats sont déjà visibles, la mobilisation collective doit être maintenue pour faire du Maroc une destination de choix pour l'industrie. M. Tarek Mansour tout à l'heure parlait des pays émergents comme facteurs extérieurs de changement. Nous sommes heureux de pouvoir compter dans vos réflexions
Et voilà, le Maroc est en chantier et en construction. Donc j'espère que nous allons tous en profiter. Je souhaite à présent inviter M. Mark Meyer. Il est CEO de Filene Research Institute. Alors, les credit unions aux États-Unis, d'abord, elles ne sont pas membres de la CIBP, pas encore, mais ils ont un modèle de gouvernance et on a pensé probablement utile de vous présenter ce modèle de gouvernance qui se rapproche par certains côtés à ceux que vous connaissez en Europe, peut-être est différent sur s'enrichir de nouvelles idées. Et je vous demande d'accueillir M. Meyer. Good afternoon. My name is Mark Meyer. I'm the CEO of the Filene Research Institute. Our organization is an education foundation, a think tank that explores policy, strategy, and innovation issues on behalf of North American credit unions. I'm very excited to spend some time with you this afternoon presenting some recent research, a series of research, if you will, that we've done at the Institute regarding governance. I must note that as an independent and unbiased research firm, we retain academics or consultants from around the world to explore these important issues for us. As we uncover some of these findings with you this afternoon, I encourage you to remind yourself that these are jumping off points, areas of explorations, and not firm recommendations on behalf of Filene, but thoughts and perspectives offered by those in the academic community and in policy circles and consultants. As we explore this conversation, I want to start with three things. First, I want to start with this quote. This is an interesting quote that was shared some time ago, and it on its face appears to kind of describe the aspiration of governance. A strong, independent, knowledgeable board can make a significant difference in the performance of any company. Our corporate governance guidelines emphasize the qualities of strength of character, of inquiring and an independent mind, practical wisdom, and mature judgment. The famous quote can be attributed to none other than Kenneth Lay, the chairman of the now defunct Enron Corporation. The second item I want to share with you is I want to give you just a quick perspective. One of the unique things that I've been able to do in my experiences in studying cooperatives is I've been an executive of a cooperative, a financial cooperative. I'm a lawyer. I've been an insurance executive that has served financial cooperatives in North America. And for the last 9 years, I've been a CEO of a think tank examining many of the issues that cooperatives face. In that time, I've also been a board member of the largest credit union in the state of Wisconsin. For the past 3 years, I've served as a vice chair of the board. I want to share with you, we're in a family setting here, some of the things that have been on my mind as a board member and one of the largest credit unions in the state of Wisconsin. First, in the midst of the economic crisis, our credit union made a decision to merge with another credit union. Very uncertain times to commence a merger project. Very complicated as a volunteer board member to dedicate time and resources to examine that merger process, including simple things on what should the size of the board be. We had 2 boards of 9, and we come together, and suddenly 18? Does this make sense? So we had the merger. We had this uncertainty unfolding around us. The day of the merger was very close to the same day that Lehman Brothers failed on Wall Street in New York City, creating financial chaos and uncertainty. The complexities of being the largest credit union in Wisconsin with different lines of business created several more responsibilities for me as a board member, to understand the types of investments we were in due to the crisis, to understand things, small and medium enterprise lending, all very concerning. Much less the complexities that fell upon us around more regulation and understanding the regulation and what that was doing to us in the boardroom of the credit union. On the good side, on the positive side, I'm very passionate about representing members and the ideals. But as I reflect on this kind of story of my own experience as a board member,
I also ask, do all of our board members understand this environment? Do they understand the liability? Do they understand the changing needs of the members around us? That many want to, as we heard from one presenter earlier, want to do business on their mobile technology now. Do they understand the training that's required? Do they have the time for the training? Are the members committed to the ideals of the cooperative? And recently, I share with you, I did resign from my post at the credit union as a vice chair after 10 years of service, and not necessarily because of these issues. They were in the back of my mind, but also because of a conflict of interest that emerged when my chair of my board at the Filene Research Institute was a CEO of a credit union that did business in the area that our credit union did business in. So no longer a member. The final thing, as we evaluate these research findings, I invite you to imagine, to consider, if you will, what you consider the three-legged stool of governance. What would be the ideal board meeting? Many of you are CEOs. What would be the ideal way to measure value in your credit union? What does an ideal or a successful AGM look like? And does it even matter? So in this next 20 minutes or so, I'm going to walk you through a series of this research, and some of the experiences we'll very quickly share as well. My hope for you is that you take the following insights away, and you wrestle with these and have dialogue, and it stimulates debate, because it's only through that debate that we will foster change and improve. So for those of you who need a short message, if you want the Twitter message, the tweet, for the summary of my presentation, it would be governance is about the confidence in the system. We must be leaders and remain open to new ideas. That would summarize the presentation for you. Therefore, I've got about 250 pages of research to walk you through. I know that will not be possible in the next 20 minutes, so I will do my best to give you the teaspoonful of key findings. However, many of you may be interested in the complete reports. If you are, you may go to this website up here, and all these reports are available for you to download and explore once you return back to your boardrooms. This is an exciting report. This was just released, and it represents an exploration of governance practices across North America. This includes 3 very specific sects, if you will, of the credit union system in North America. It involves U.S. credit unions. It involves what we call centrally affiliated credit unions in mostly what we refer to as Western Canada. And then we have the wonderful federated model in Quebec of the Desjardins Group. And so this was across these various models of financial cooperatives in North America, this survey was performed. Specifically, this research sought to understand kind of the various governance practices. It was not to identify the best, but to identify ones that we might share or learn from. So, one of the questions I asked you to imagine or consider, and the researchers spent time with, was this notion of the 3 legs of governance. Oftentimes we recognize the board is responsible for governance, but are we including and considering the other aspects? And the researchers wrestled with this 3-legged stool of governance. The first one was this whole notion of the members, the owners of the cooperative in theory, and do they realize that they are owners? Number 2, do they understand the credit union ideal and the cooperative structure and philosophy? And number 3, if not, does this weaken the model? And is there a disconnect between